Voilà, donc c'est ça, c'est cette histoire-là qu'on vous raconte autour de la folle histoire de la folie, enfin la folle histoire de fou. Voilà. C'est cette histoire, ce dispositif, j'en parle encore une fois juste pour placer cette façon de faire du débat. C'est d'abord un dispositif convivial, c'est-à-dire essayer de rencontrer les gens en leur offrant quelque chose pour qu'ils nous offrent en retour. C'est un système d'échange. Et cette façon de restituer les choses que nous faisons depuis 4 jours, c'est aussi de manière à susciter de l'échange et du débat à travers d'abord de l'information, des expositions, il y en a plusieurs. À cette enseigne d'ailleurs, je vous rappelle qu'à 17h demain redémarre un documentaire sonore qui a été fait à travers l'interview de différentes personnes ou personnalités, dont M. Padovani qui est ici, il y en a d'autres, hein. Vincent Girard aussi a été interviewé, qui a fait partie de la recherche et du travail de recherche, où j'en étais moi, donc voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, donc c'est une façon d'être convivial, donc il y a aussi toujours de la nourriture. Vous allez pouvoir manger un très bon couscous. J'ai entendu trop souvent dire le mot gratuit, ce n'est pas gratuit, c'est offert. Et la nuance est capitale, vraiment capitale. Voilà. Et tout ce qui nous a été aujourd'hui distribué comme nourriture a été offert. On s'est servi de ce qui a été préparé la veille, on l'a bien mis au frais pour pouvoir manger aujourd'hui. Et hier c'était pareil. Et on fera pareil avec le reste du couscous, s'il en reste, parce qu'il est très très bon, demain. Voilà, donc cette histoire de convivialité et d'échange, c'est ce qu'on va essayer de mettre en route ici. C'est-à-dire qu'à Marseille, on est dans les quartiers nord, on joue chez nous, et donc on appelle ça des tchatchades. Tchatchades du mot tchatcher, qui veut dire parler beaucoup, surtout pour ne rien dire. Mais ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on est tous autorisés à parler surtout. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas que ces débats, on est dans le 3e débat aujourd'hui, autour de la question du rétablissement, soient des affaires de spécialistes. C'est-à-dire qu'on essaie d'échanger à partir de ce qu'on est, non pas d'un savoir, mais d'une connaissance qu'on aurait à partager avec les autres. À partir de là, la parole est ouverte, il y a 2 micros, je vais faire plus que le tchatcher, c'est-à-dire donner la mienne, et puis surtout vous passer les micros. Et je vais lancer Vincent Girard, voilà, qui va vous parler aussi donc, de ce temps-là, et spécialement de ce débat autour de la question du rétablissement. Je rappelle, pour info, qu'avant-hier nous avons parlé de habiter et de l'enfermement, que hier nous avons parlé de sociothérapie, et qu'aujourd'hui nous parlons du rétablissement, et que demain nous parlerons de la folie et altérité, puisque la question de la norme est au cœur des choses. Évidemment, l'autre, quelle est sa norme, quelle est sa distance et quelle est la mienne. Donc je pense qu'à partir de là, on offre aussi un repas demain, il y a des spectacles, il y a la lecture du livre, et je finis là-dessus. Je suis bavard, je sais, je suis tchatcher pas par hasard. Le livre, donc, c'est aussi une trace de tout ça, et il sera à disposition demain, après une lecture d'extrait de ce livre. Voilà, Vincent, c'est toi. Ok, je vais faire très court. D'abord, remercier les personnes qui se sont déplacées très loin. On a des gens qui sont venus d'Amérique du Nord, comme Peter, d'Amérique du Sud, comme Ennio, et d'autres, comme Anne, qui sont entre 2 continents. Voilà, remercier tout le monde, toutes les personnes présentes. À propos du rétablissement et de la thématique du rétablissement, je discutais avec une personne en lui disant « Viens, on va faire une tchatchade ». Elle me dit « C'est quoi une tchatchade ?» Je lui dis « C'est un débat démocratique ». Elle me dit « Ah, les débats démocratiques, moi, j'en ai jamais vu qui fonctionnent. » Donc, c'est un challenge quoi, qu'on se lance là maintenant directement. L'idée, c'est que le rétablissement, c'est aussi introduire de la démocratie, c'est-à-dire donner la voix aux personnes qui n'ont pas généralement accès au débat public. Donc je n'ai pas d'autre chose à dire. C'est parti. Si vous avez des questions, des choses à dire, allez-y. Et c'est là que ça plombe l'ambiance. Ah, c'est parti mon kiki. Alors ça c'est très pratique. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui a mis cette exposition ici, mais c'est extrêmement pratique. Bonjour, je m'appelle Diljou. Et j'étais à la clinique Saint-Roch, si vous connaissez, à Marseille. C'était une clinique où on m'a bourré de médicaments. Et j'ai eu deux étudiants intestinales à cause de ça. Et il a fallu m'opérer d'urgence parce que sinon je mourrais avec les médicaments. Et depuis que je ne prends plus de médicaments, je suis tranquille. Parce que sinon, si je continuais, j'aurais encore des étudiants intestinales, comme m'a dit le docteur, de la conception.
C'est vrai. Donc tu t'es rétabli grâce à une maladie, quoi. Voilà. Super. Je vomissais du sang digéré. Pas du sang rouge, du sang digéré. Ça veut dire du sang caillé. Qui m'ont trouvé. Ah, j'ai compris. Il a pu de me mettre du sang propre. Ou sinon je mourrais. Et je restais 12 jours dans le coma la deuxième fois. Bon, mais du coup, la bonne nouvelle, quand même, c'est que tu t'es rétabli depuis que tu as arrêté les traitements. Voilà. Ok, d'accord. Merci. Merci. Si ça s'appelle pas un pied dans le plat cash, je n'en vois pas d'autre. Hein. Alors, vas-y, Ali. Oui, donc, bonsoir, c'est Ali Ben Rescala. C'est dur à dire. Hein. Ben, moi, je profite. Il a fait un clin d'œil à tout la dimension internationale. Moi, je voudrais remercier ceux de l'Estac, de Saint-Henri, de Saint-André et toute la ville de Marseille. Voilà, c'est fait. Ils sont les bienvenus aussi. Et donc, le sujet, c'est le rétablissement. Donc, sur le rétablissement, on a eu aujourd'hui des thèses proposées, des expériences partagées. Et nous, l'idée, c'était justement le rétablissement de quoi? C'est la question. Social, médical, sociétal. Et je profite, là, il y a un politique à côté de moi, là. Il est docteur en plus. Il fait semblant de ne pas m'entendre, je vais lui passer la parole. En guise de question piège, c'est bon. Est-ce vraiment une question d'ailleurs? Oui, c'est vraiment une question. La réflexion sur un rétablissement sociétal, est-ce que effectivement c'est la société qui est à l'origine de la déviance, ou est-ce que c'est parce qu'on est déviant qu'on vit mal dans cette société? Je crois que c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Donc le tout est de savoir où on met le cursus. Même si je suis médecin, je ne suis que médecin généraliste et pas du tout psychiatre. Et donc, l'approche que j'ai au niveau, je vais vous donner un témoignage personnel. Voilà, comme ça, on va se laver, on va se jeter, on va se laver, on va se lâcher un peu. En fait, témoignage personnel, c'est mon parcours politique. Quand je me suis lancé en politique dans les années 83-84, je me suis posé la question dans mon cabinet qui marchait très fort, j'étais un médecin qui était soi-disant bien coté, etc., etc. Je me suis posé la question, je me suis dit finalement dans ton cabinet, tu as plein de gens qui viennent, ils débarquent, tu leur donnes des médicaments parce que tu fais un bon diagnostic, tu es un bon médecin, tu fais un diagnostic, tu leur files des médocs. Et partant de là, tu te dis, mais en fait, ces gens-là, je soigne leurs conséquences. Mais quelles sont les causes de ces affections? Et en réfléchissant, on s'aperçoit que les causes des affections, le symptôme qui est apporté, c'est pour contacter le médecin. Le reste, c'est quoi? C'est l'environnement affectif, social, économique, urbanistique. Et tout ça, ça a un impact énorme sur le comportement, sur le somatique et le psychosomatique. Et je me suis posé la question, je me suis dit, comment tu peux un jour intervenir sur cet espace-là? Parce que dans le bureau où tu es, tu seras toujours en train de donner des médocs, comme vient de le dire notre ami là-bas, tu vas donner des médocs et puis tu vas simplement plâtrer des choses. Et je me suis dit, peut-être qu'il faut s'engager dans la politique, peut-être que c'est en s'engageant que tu vas peut-être faire changer les choses. Bon. Et c'est comme ça que j'ai conçu mon engagement politique, parce que je pense que la société impacte à tous les niveaux sur notre comportement, sur notre lieu de vie. Bon, je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, j'ai atteint mon but et que j'arrive à faire bouger le curseur. Même si j'arrive à le faire bouger d'un petit peu, je pense que le but est réussi. Non, mais c'est pas la peine de faire un violon. Je disais simplement que tu me disais tu m'as passé la parole, je te donne mon témoignage puisqu'on est aujourd'hui à vif. Donc je te donne mon témoignage personnel et je crois qu'à travers ça, on peut débattre aussi. Allez. Si, on prend le micro parce qu'on enregistre. On joue le jeu, merci. Voilà, juste pour revenir sur le début de vos propos, là, vous pensez que la maladie est une déviance? Vous avez parlé de déviance, donc j'interroge le mot que vous avez utilisé. Non, dans quel sens? J'ai pas dit que c'était une déviance. J'ai dit simplement que la maladie,
en dehors de son côté génomique, je dirais, hein, elle a un déterminant qui est aussi dû à l'espace sociétal dans lequel on vit, et qu'on n'a pas les mêmes maladies en fonction des différents siècles qu'on a traversés, et qu'on n'a pas non plus les mêmes réactions, je dirais, personnelles et environnementales à la prise en charge d'une affection, quelle qu'elle soit. Il y a le déterminant personnel, c'est sûr, mais il y a le déterminant général qui tourne autour d'abord de l'impact qu'on a pour déclencher la maladie, et puis du ressentiment de cette maladie par rapport à l'environnement qu'on a aussi. Mais là, je m'adresse plutôt au psychiatre. Voilà. Alors, le psychiatre. Oui, non, après, moi, c'est vrai que j'utilise le mot déviant avec des guillemets. Je ne sais pas si vous avez regardé notamment cette photo qui s'appelle Décache-t-on à fond la norme. Donc effectivement, c'est la question de où est la norme, et effectivement la question de la maladie mentale ou de la souffrance, de la détresse, elle interroge cette norme, et on va dire qu'elle dévie le curseur qui fixe la ligne. Et d'ailleurs, il y a une autre photo, il y a la question de borderline. Hein, est-ce que vous êtes de quel côté vous êtes sur la ligne, quoi, à côté de la ligne? Donc ça, je pense que c'est une question très importante, c'est où est la ligne et de quel côté de la ligne on se situe. Moi, je voulais juste apporter un éclairage sur ce qu'a dit Patrick Padovani. Comme on ne faudrait pas prendre comme un cible, parce que c'est un politique, c'est un docteur. Il a synthétisé toutes les strates d'action où elles se situent, au niveau familial, au niveau environnemental, au niveau médical et au niveau politique. Donc il n'a rien dit d'autre. Voilà, on n'est pas là pour s'attaquer, d'ailleurs, on est là pour se parler. Oui, en fait, moi je pense que le problème se situe au niveau de la société et de la représentation et des images qu'a la société de la folie. Tout simplement, ce que je trouve dramatique et ce que je constate, ce qui a été personnel et ce qui se passe autour de moi, c'est que quand au jour d'aujourd'hui on diagnostique un cas de schizophrénie à quelqu'un, c'est comme si c'était une condamnation sociale. Le problème, c'est que la schizophrénie est très mal informée dans notre société actuelle, et que c'est souvent colmaté de dangerosité, d'agressivité, et colporté par les films, où souvent schizophrénie, malheureusement, c'est synonyme de psychopathie. Je pense qu'il y a un gros travail de communication à faire sur ça, pour expliquer ce que c'est cette maladie, pour qu'enfin les gens comprennent ce que c'est cette maladie et arrêtent de croire que les gens qui souffrent de schizophrénie sont des gens dangereux. D'autant plus que les gens qui souffrent de schizophrénie ont 5 à 6 fois plus de chances d'être victimes d'agressions qu'une personne qui ne souffre pas de cette pathologie. On a plusieurs débats, et le débat sur les maladies en particulier ou des choses, ça sera plutôt demain, folie à l'altérité. Donc c'était la question du rétablissement qui nous intéresse aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'exprimer. Merci de l'avoir fait, en tout cas. Voilà. Juste sur la question du... Alors, Alain. Justement, c'est intéressant pour revenir sur le rétablissement et sur cette question de peut-être aller au-delà de se poser la question maladie, pas maladie, trouble, pas trouble. On dit toujours partout, il y a sur le rétablissement, processus unique, individuel. Mais aussi, c'est un processus unique, individuel qu'on construit avec ce qu'on est et avec ce qu'on se ressent. Pour moi, aujourd'hui, ma compréhension, c'est que c'est tout simplement un processus normal, ce que certains sociologues appellent l'individuation, la constitution d'une consistance sociale avec laquelle on est en accord, enfin, un truc, on est dans la vie et puis on ne se sent pas trop mal avec. Ce que tout le monde fait, mais dans une situation qui est totalement anormale, celle d'avoir été mis au banc de la société avec, pour vous, vous n'êtes pas comme les autres. Et c'est peut-être juste ça, un processus normal pour des gens qu'on a mis à côté, anormal. Et c'est pour ça que moi, j'ai rencontré un type qui s'appelle Peter Stansny, qui est ici là ce soir, et qui a dit, il y a peut-être une réponse. Rentrons pas dans la carrière anormale, et vous allez voir que le rétablissement, il va venir plus vite. Et ça, c'est à mon avis très fort. Il faut sortir de se dire c'est maladie, c'est pas maladie, quelle est l'origine? Non, c'est ici, maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'est arrivé?
Puis maintenant, avec tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Merci. Merci Alain. Pauline. Alors Pauline, j'ai oublié tout à l'heure, elle a été avec nous dans le processus de travail, et si vous avez vu un petit abécédaire à l'entrée, c'est parce que précisément, elle a travaillé sur l'écoute de documentaires, des documentaires sonores qui ont été faits, et qu'elle a sorti les mots qui paraissaient un petit peu évidents, et donc elle a créé ce livre autour de l'abécédaire, et donc ça fait aussi partie du trajet qu'elle a fait avec nous. Voilà, j'avais oublié ça, je n'aurais pas dû. Moi, je voulais simplement dire, parce que je trouve que l'intervention de Christophe et Alain n'était pas du tout hors propos. J'ai recadré sur l'établissement. Si on est sur le rétablissement, je pense que justement, si j'ai bien compris, à partir des expériences qui sont partagées ici et ailleurs de rétablissement, ce sont des expériences qui nous montrent que les personnes étiquetées, bipolaires, schizophrènes, enfin après il y a toute une série de termes, pour elles, se rétablir, c'est ne pas avoir une seule identité de malade. Enfin, d'ailleurs, et pourquoi pas ne pas avoir d'identité de malade du tout, d'ailleurs. Ça veut dire avoir plusieurs identités, et donc on est déjà dans la question de la représentation sociale, puisqu'effectivement, c'est un processus. Le rétablissement, c'est un processus individuel, mais c'est aussi un processus qui est collectif. D'ailleurs, il est né avec des mouvements collectifs dits usagers, même si ce terme n'est pas très adapté, puisque eux, ils se sont plutôt appelés les survivants de la psychiatrie. Donc je trouve que c'est pas du tout hors propos la question de l'altérité, de la représentation de l'altérité, et la question du rétablissement, puisque c'est un même processus. On peut difficilement dissocier le processus individuel et le processus collectif, à mon avis, et c'est ce que nous montrent les mouvements de rétablissement, et ce que nous montrent tous les témoignages. S'entraider entre pairs, c'est déjà être deux à partager une expérience, mais aussi à revendiquer une identité qui est celle de parents, étudiants, musiciens, qu'importe. Voilà, donc c'est retrouver des rôles sociaux multiples et pas être simplement réduit à une seule catégorie, en l'occurrence médicale. Et tu faisais allusion au groupe d'entraide mutuelle, j'imagine? Non, entre autres, ou pas du tout? Je faisais allusion à l'origine en fait des mouvements dits d'usagers, des survivants de la psychiatrie, qui sont les premiers, plutôt dans les pays anglo-saxons, à avoir revendiqué d'abord une parole très critique par rapport au système de soins, et ensuite avoir revendiqué qu'on peut s'entraider et se rétablir et avoir une vie tout à fait épanouissante à partir du travail sur sa propre expérience et à partir du travail sur le partage d'expériences avec ses pairs. Donc les groupes d'entraide mutuelle en France sont des espaces où il peut se produire ce type de processus collectif, pas forcément toujours, puisqu'il y a, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, les groupes d'entraide mutuelle sont des associations qui ont été créées après les années 2005, d'entraide et d'autosupport entre des personnes qui partagent une expérience commune, alors soit dite de troubles dits psychiques ou des expériences des services de dite santé mentale, même si voilà, les services de santé mentale, c'est les services de psychiatrie, c'est un peu euphémisant. Ces espaces peuvent être des espaces d'entraide et certains peuvent devenir aussi des supports pour des mouvements collectifs à vocation politique sur la défense des droits. Oui, Pauline, je voulais juste rebondir et ensuite je passe la parole. On sait que tout a un rapport, tout a un lien, d'accord? Mais là, on essaie juste de faire le maillotage et justement marquer le processus, le rétablissement. Bien sûr, d'abord, il y a les représentations, on souffre des représentations. Donc ça, c'est un constat. Ensuite, la deuxième phase, c'est la déconstruction de ça. C'est entrer dans un autre processus, celui justement de la reconstruction. Et là, justement, la folie et l'altérité, justement, sur les représentations, viendra plus tard parce qu'on est dans un processus où on reconstruit quelque chose. Et là, on est invité, chacun, dans ce rétablissement, là où on se situe, de trouver ses propres mécanismes, de faire débloquer une représentation, c'est typiquement quelque chose qui est enfermé. Donc la représentation, nous, on la met de côté. Là, ce soir, on parle justement de rétablissement. Voilà. Ça ne veut pas dire que le lien, il sera plus tard. Oui, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le sujet non plus. Bonsoir. Je voudrais justement faire
Marianne, après. Oui, il avait demandé avant. Je suis distributeur de parole, donc c'est d'abord Enio, ça fait un moment qu'il a demandé. Juste avant. Alors, bonsoir, je voudrais justement faire 3 remarques. Avant, je me présente. Je suis Enio, je m'appelle Enio Rodrigues, je suis brésilien. Je suis psychiatre depuis 20 ans au Brésil. Tu as inventé un joli mot hier, c'est cliniquer. Je clinique, tu cliniques, clinique. Ouais, je voulais le faire. Mais j'adore, j'ai adoré cette façon d'inventer un verbe en français. On peut dire un autre néologisme, c'est tranquillétrique. Tranquille et électrique. Oui, alors on va dire tranquillétrique. Merci Enio, excuse-moi de t'avoir coupé. Ok, je voudrais justement faire 2 ou 3 remarques. La première, c'est la question par rapport à qu'est-ce que c'est la maladie mentale. Je suis pour l'idée de Georges Canguilhem, qui était un philosophe avant d'être médecin, quand il disait que qu'est-ce que c'est être avoir une bonne santé. Ce n'est pas exactement l'absence de maladie. Alors, c'est une question de normes, de renormaliser. Qu'est-ce que ça veut dire être psychotique ou pas? L'autre question, c'est que c'est la société qui va produire la maladie mentale. Et après, les psychiatres, les savoirs psychiatriques vont traduire ça comme si c'était quelque chose de biologique. Il va donner un diagnostic et alors un médicament. C'est complètement fou, c'est bizarre. Mais une autre chose, c'est quand les familles cherchent les services de santé mentale, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent? D'abord, ils veulent, par exemple, un médecin. Ensuite, l'enfermement. Et la troisième chose, c'est le médicament. Et qu'est-ce qu'on va donner? Qu'est-ce que comment l'équipe de travail va répondre à cette question-là? Alors, je suis pour les processus de décentrement de savoir pour qu'on puisse faire autrement et partager le savoir en équipe pour qu'on puisse redéfinir la maladie d'une autre façon. Bonjour, moi je m'appelle Marianne. Alors sur le rétablissement, moi je fais une formation sur les pratiques orientées du rétablissement et j'ai une autre vision du rétablissement. Pour moi, personnellement, le rétablissement, ça serait trouver un équilibre dans les 4 thèmes que vous avez donnés, social, économique, affectif. Ça serait être rétabli, ça serait trouver un équilibre de bien-être. Donc, se rétablir, ça serait retrouver le bien-être qu'on a quand on est enfant, cette innocence, cette tranquillité, cette paisibilité, cette sérénité, avec ou contre la maladie, avec ou contre les soucis permanents du quotidien, et qui devrait être une finalité de se gérer soi-même individuellement sur nos émotions, nos manières de voir les choses, plus que de rentrer sur les étiquettes de ce qu'on est. Moi, je vois le rétablissement comme vivre en équilibre avec sa vie, ce qui se produit, que ce soit un psychiatre, en face d'un psychiatre, en face d'une infirmière, d'une fleuriste, ou ce qui tombe dans la vie. Parce que même si on n'est pas malade, on peut être blessé, on peut être vulnérable, fragilisé. Donc là aussi, il faut se rétablir. Voilà ce que je pensais. Merci Marianne. Non, je passe. Bonjour. Oui. Moi, c'est Michael. Salut Michael. Pour réagir à ce que disait la dame, là, j'étais informaticien il y a 1 an de ça. Je pense être en santé mentale relativement normale. Mais donc voilà, j'avais pas beaucoup de boulot et je passais mes heures à surfer, à regarder un peu ce qui se passait dans le monde. Et j'ai vachement été impacté par ça. J'ai après changé de boulot, j'ai beaucoup moins surfé, je me suis occupé de ma vie et en plus de ça, je me suis coupé de la télé puisque j'ai changé de logement. Et en l'espace d'1 an, tout va bien, plus d'angoisse.
Voilà, en fait, je suis toujours dans le même monde, mais je pense effectivement que l'environnement, la sensibilité qu'on a à cet environnement et à toutes les images qu'on peut recevoir, en fonction de la sensibilité qu'on a, ça peut effectivement beaucoup impacter certaines personnes, quoi. Parce que moi, je suis toujours le même un an plus tard, hein, mais je me rends compte quand même qu'en fonction des messages qui sont infligés à longueur de journée, on se met des tracas en tête qui ne sont pas forcément toujours bénéfiques pour la santé mentale, quoi. Voilà, c'était juste une petite pensée, quoi. Voilà, il y a un Américain qui est arrivé, il a une casquette, il m'a dit qu'il joue à l'extérieur. Il me regarde là, comme ça. Et apparemment, il a une grande culture du rétablissement. Donc, j'aimerais bien que les Marseillais entendent votre voix. On a déjà vu ça il y a beaucoup des années de Bateson et des autres qui ont parlé des problèmes interpersonnels ou dans la famille ou dans la société qui ne sont pas vraiment attrapés dans notre discussion parce qu'on dit « Ah, tu dois le boulot, ah, tu dois l'Afrique, ah, tu dois les médicaments, ah, tu dois sortir de l'institution ». Mais on ne parle pas des problèmes plus fins, plus subtils. Par exemple, la communication. C'est une histoire très longue, très compliquée, mais je veux juste, comment on dit, pointer dans cette direction. Peter, je vais réagir sur ce que tu viens de dire, sur la dimension de communication. D'abord, il y a la communication qui est partagée, et quand il y a des personnes qui tombent dans des traumatismes, qui tombent dans l'isolement, les mots n'ont plus la même signification. La douleur apporte une autre redéfinition de son propre langage, et quand on revient à la norme, il y a un décalage qui s'opère. Donc, mais on peut aussi voir sur la discussion des voix internes et des voix externes. On peut voir aussi c'est un problème communicatif aussi, parce que la dame ce matin, elle a commencé à communiquer à sa voix dans un sens. Et cette communication a changé l'expérience d'écouter. Alors, toujours quand on pense dans une relation communicative avec des choses, même avec des expériences intérieures ou des expériences extérieures, ça va changer les choses. Justement, Peter, quand tu prends, là, il y a des approches, on prend les bouddhistes, ils vont dire, tu m'entends mal? Un peu, c'est l'écho. C'est justement la rencontre entre le moi et le je, la dimension ésotérique et exotérique des choses. Et ça, forcément, un événement, quand on le prend à l'intérieur, ça implose, et ça nous invite à se réconcilier. Il y a toute cette communication de l'extérieur et de l'intérieur qui sont en dualité. Tu parles d'ésotérique, on peut parler aussi d'autisme, on peut parler de paradoxe, par exemple. Si on parle, il y a une personne au foyer psychiatre qui est isolée, qui apparaît d'être très withdrawn, très... comment? Oui, mais à l'intérieur, il est plein de choses. Et cette paradoxe n'est pas résolu dans l'isolation, ce paradoxe n'est pas résolu avec des médicaments, ce paradoxe est résolu de trouver une ouverture, de trouver un début pour attraper cette communication interne et pour le rediriger à l'extérieur avec les autres gens. Non, mais... Merci. Oui. Alors, qui c'est? Voilà. Après Cathy. Merci. On peut être isolé par son entourage ou par l'hôpital aussi. Ce n'est pas uniquement la personne malade qui est isolée. Et il y a quelque chose qui me choque dans vos propos, c'est ce système de normes. J'aimerais qu'on m'explique qu'est-ce que c'est que la norme dans notre société. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est qu'une norme exactement, parce que la société change, elle est faite par les politiques, excusez-moi. Les lois sont votées, personne ne les connaît, personne ne les respecte, en fait. Et j'aimerais savoir exactement quelle est la norme. J'aimerais qu'on m'explique ça.
On va la donner, Cathy a demandé la parole. Pas forcément pour répondre, mais voilà, c'est une normalisation. La question de la norme est peut-être fluctuante en permanence aussi, et on ne s'en rend pas compte. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on vit là, parce qu'on parle, enfin, je trouve que des fois on parle très théoriquement. Donc le rétablissement, c'est d'être capable. Je suppose, hein, il y a des gens qui considèrent être rétablis ici, certainement dans la pièce. Je pense que ce qu'on vit là, c'est-à-dire d'être capable de se parler à plusieurs, d'attendre qu'on nous donne notre tour, de pas faire du boucan, de ta. Je pense que là, ça veut dire que tous les gens qui sont là sont rétablis quelque part. C'est-à-dire que ce soit une espèce de résistance physique ou mentale à pouvoir rester assis, à respecter l'autre qui va, voilà. Donc je dis ça parce que tu viens de poser la question, mais ça c'est une norme qui est plutôt bien. Après il y a des normes qui sont insupportables. Moi je sais pas ce que les gens ont vécu. Par exemple, moi je prends un exemple, j'ai eu plusieurs amis qui ont fait des crises bipolaires. Alors ça dans un monde comme ça, voilà. Et ces gens sont rétablis, mais ils sont rétablis parce qu'ils ont pris certains dosages, parce que ça met l'humeur comme ci, comme là. Donc, est-ce que quand on est rétabli, on a encore peur de repas? Enfin, je ne sais pas. Donc, ma question, c'est ça. Est-ce que les gens qui ne sont pas rétablis ne peuvent pas être là, en fait? C'est ça. Parce que même nous, qui sommes très contents de faire ces réunions et ces débats, si quelqu'un arrivait là en sautant partout, en nous poussant, ou en je ne sais pas quoi, en pleurant ou quoi, qu'est-ce qu'on ferait par rapport à ce rétablissement? Moi, c'est des questions que je vous pose, hein, parce que je n'ai pas de réponse, à part que moi, quand je vais mal et que j'ai envie de tout péter, je pense à un truc très beau, je prends un bouquin, j'appelle quelqu'un que j'aime bien. Enfin, je sais pas, c'est des trucs de personnes qui n'ont pas été médicalisées, ce que je dis. Excusez-moi. Hein. Simplement, moi, je voudrais réagir sur ce qu'a dit Peter sur la communication. C'est vrai que la communication comme rétablissement, comme outil de rétablissement, c'est sûrement quelque chose qui est aussi important. Mais la communication aujourd'hui n'est-elle pas aussi, à travers comment on la conçoit dans notre société aujourd'hui, n'est-elle pas aussi un côté d'enfermement? Parce que cette communication aujourd'hui, elle se fait par Internet, elle se fait sur des sites où les gens ne communiquent que par clavier interposé, voire par webcam, mais jamais par un contact physique, jamais par un contact de face à face. Et donc, quelque part, je ne suis pas le seul à l'avoir dit comme ça, mais ce que des gens appellent du cyberautisme, quelque part, est-ce qu'aussi cette communication n'est pas à l'origine des deux extrêmes, être d'un côté dans l'enfermement et de l'autre côté dans le rétablissement? Ouais, pour prolonger, cette histoire de rétablissement, ça concerne à la fois les personnes dites usagères de la psychiatrie, et ça concerne aussi les gens qui accompagnent ces personnes-là, quoi. C'est que finalement, ce qu'on est en train d'essayer de faire avec cette histoire de rétablissement, c'est l'idée de recréer des conditions de rencontre qui sont pas données a priori, quoi. Où on sort un peu du protocole, effectivement, on part sur un diagnostic, où finalement, de ce diagnostic-là découlerait toute une suite de procédures. Même si en pratique, on sait très bien qu'en psychiatrie, on se cogne toujours aux résistances, en fait, des patients. Et tant qu'on était dans cette histoire de psychiatrie, de théories qui viennent du haut, et même de cliniques complètement surdéterminées par des petits focus très particuliers, mais qui en fait sont souvent une clinique qui sert à justifier de l'exclusion. Et ça, on le voit tout le temps, on l'a vu notamment à des moments très particuliers, notamment de l'histoire, c'est des choses qui se rejouent, notamment en période de guerre. En période de guerre, il y a des espèces de cliniques, nouvelles cliniques qui sortent, où notamment la clinique du trauma, c'est une clinique qui a dû se négocier, en fait. De la reconnaissance du traumatisé de guerre, c'est quelque chose qui a été un combat politique, en fait, qui s'est gagné grâce aux usagers. Et donc, derrière ces histoires de cliniques, et qu'est-ce qu'on fait? Et là, ce que je trouve super intéressant sur ces journées-là, c'est qu'on en est presque à faire des tables rondes pour dire, mais en fait, cette clinique, on n'y comprend rien. On va essayer de repartir d'un truc qui peut-être nous dit quelque chose à nous tous. Entente de voix. Alors, on est parti sur ça. On a même pu parler de la paranoïa. Quand on étudie en médecine, attention, le paranoïaque, on ne lui parle pas, on l'enferme surtout en ne mettant pas son nom dans le certificat, on fait bien attention à ça. Et là, on a ouvert des portes en disant, mais en fait, un paranoïaque, si on commençait à lui dire, à lui poser la question de quoi il a peur, en fait, et d'aller au fond de ça, quoi.
Et ce qui est super intéressant, enfin, c'est que, et c'est là où ça donne beaucoup d'espoir, c'est qu'on se rend compte qu'à partir du moment où on s'autorise ça collectivement, eh bien, tout le monde se rétablit en fait. Et que finalement, on se rend compte que ceux qui se rétablissent, ça serait donc les usagers, mais aussi les personnes qui accompagnent les usagers. Mais finalement, les personnes qui accompagnent les usagers, on se rend compte que c'est tout le monde, quoi. Et c'est en fait, par rapport à la question de la politique, peut-être qu'on pourrait juste se dire ça. C'est que si on commençait à réfléchir vraiment, mais les réfléchir comme on le fait là, quoi, à savoir, c'est une réflexion-action, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de la question de la folie? C'est très intéressant. Et je pense que si on traitait exactement de la même manière la question de qu'est-ce qu'on fait des déchets, nos déchets, en fait, c'est les mêmes questions. Et ensuite, peut-être se poseraient les mêmes questions sur c'est quoi l'éducation, c'est quoi enfermer les... Enfin, et cette dynamique-là, en fait, la démocratie, elle est là, en fait. Et là, on est en train de, excuse-moi, mais on est en train de pleurer pour tout le reste. Et finalement, ce qui est hyper intéressant, c'est que là, il est en train de se créer des petits trucs. Alors, on va se dire à l'année prochaine, dans 24 heures, l'année prochaine, ça fout un peu les boules, quoi. Ça serait bien que ça soit à la semaine prochaine, quoi. Il y a Pierre Pascal, non mais... oui, vas-y. Oui, bonjour, je suis Pierre Pascal. Je voudrais reprendre un petit peu ce que tu dis, et notamment la notion d'accompagnant. Et toutes les journées, moi j'ai assisté là sur 3 jours, j'ai l'impression qu'effectivement, au rétablissement, quand on en parle, il faut d'abord qu'on soit passé par la psychiatrie. Et on a bien vu, il y a très peu d'exemples où finalement on a géré ses convictions ou ses voies seul, sans être passé à un moment donné. On a l'impression qu'il faut un diagnostic pour après enclencher le rétablissement. Uniquement parce que la parole aujourd'hui et les gens qui viennent témoigner renvoient un peu ça. Moi, j'ai peut-être une chance, je ne sais rien, de jamais avoir eu de diagnostic, d'étiquette posée sur moi. Pourtant, en fait, j'accompagne depuis que je suis né. D'abord, je suis né dans une famille qui est violente. Ça a généré chez certaines personnes de ma famille des troubles. Moi, je suis resté à côté. Aujourd'hui, je dis je suis médecin. Je ne dis pas je suis psychotique. Pourtant, j'ai bien l'impression que je ne suis pas tout à fait dans la norme, la fameuse norme pour Jean. Et j'ai jamais eu de diagnostic. Le diagnostic qu'on portait sur moi, c'est que j'étais con, que j'étais chiant, voilà, des choses comme ça. Hein. Et en fait, j'ai une de mes sœurs qui, il n'y a pas longtemps, m'a écrit et m'a donné un diagnostic. Elle m'a dit, si tu n'es pas schizophrène, tu es peut-être schizophrère. Et je trouve que c'est une très bonne définition. Et peut-être maintenant, je vais pouvoir faire puisque j'ai un diagnostic, un rétablissement. Oui. Et en fait, je me rendais pas compte, mais c'est ce qui me manquait, un diagnostic. Parce que plus tard, je me dis, est-ce que je suis rétabli, moi? Et comme personne n'a posé de diagnostic, je peux pas me l'auto-poser, quoi. En plus, voilà. Il y a quelque chose qui tourne comme ça dans mon esprit de néophyte. Tu veux que je t'aide? Pas tout de suite. Oui, c'était là. Hein. C'est une question, parce que vous parlez de la communication. Moi, j'étais usagère, alors je ne sais pas si je suis rétablie ou pas, je m'en fous, je vais bien, ce qui compte. Mais comment, moi je vois en psychiatrie le souci toujours de la communication dans les deux sens entre les usagers et les professionnels. Quand les professionnels s'approchent des usagers ne sont pas prêts. Et quand les usagers sont prêts, les professionnels... Enfin bref, ça, je connais ça depuis 1979, on est en 2015. Donc, je pense quand même qu'en 2015, on devrait avoir des outils, je ne sais pas lesquels, mais qu'on devrait au moins, si on forme des groupes, trouver des outils minimum déjà pour rétablir la communication entre les usagers et les professionnels, avant d'envisager un dialogue. Parce que beaucoup, vous parlez de dialogue, mais il faut déjà une approche. Et ça, on ne l'a pas. Donc, voilà ma question. C'est qui la jeune fille. Oui, non, oui. Hein, elle a du mal à se lancer. Peter, j'ai entendu. Peter d'abord. Non, la jeune fille, elle est demandé avant. Je voulais revenir sur le fait que tu disais que tu n'avais pas de diagnostic. Et en fait, j'ai un peu l'impression que nous, en tant que soignants, on a un peu le diagnostic de soignants. On oublie qu'on est des personnes, en fait. Et que nous aussi, on a un prénom, on a une personnalité, on est ce qu'on est. Et que finalement, dans le rétablissement, c'est important de revenir au fait que nous, notre diagnostic, c'est soignant. Donc, voilà. C'était ça le... Merci d'avoir fait une réponse. Peter, et après derrière, je vous ai vu. C'est très bien que vous avez parlé de cette schisme entre la communication
qui se trouve, le langage qui se trouve entre les pairs, les gens qui ont vécu l'expérience d'être patient, d'être ex-patient, d'être survivant. Alors il se trouve une communication assez forte des fois. Nous, quand on a travaillé dans un asile où il y avait une centaine de patients dedans, eux, ils parlaient tout le temps entre eux, mais nous parlons tout le temps entre nous, et le dialogue était vraiment pas existant. Il y avait des courtes entr'actes qui étaient vraiment fausses, qui étaient des mensonges, plein de mensonges, plein de truches, plein de secrets, plein de secrets, mais pas une communication véritable, une communication honnête, comme ça peut être entre les pairs. Et c'est un très grand problème dans l'institution, dehors de l'institution et dans la société. Et la psychiatrie et les professionnels, ils ne changent pas ça. Ils ne cherchent pas des mots simples. Parfois, oui, il y a des gens qui parlent toujours les mêmes mots. Il y a des gens qui parlent un mot ici, une autre langue là-bas. Et c'est très important pour... Merci. Voilà. Mais je pense que j'avais un Allez-y, micro. Oui. Il y a quelqu'un là-bas. D'accord, vous êtes après. Moi, je voyais l'aspect, pour commencer, le rétablissement. Il faut quand même avoir des moyens financiers. Donc, je suis voix du Nord, voix de la Belgique. On a besoin de ces foutus diagnostics pour avoir des allocations qui vous permettent de vous rétablir à l'aise. Et là, il y a une force du psychiatre que je tente depuis 40 ans de respecter. Je n'ai pas d'autre sentiment pour eux que le respect, sauf peut-être pour le dernier psychiatre avec qui je travaille, tout jeune, avec des nouvelles idées. Mais on a besoin, même nous comme soignants, de ces psychiatres pour accréditer notre travail, mais aussi porter le diagnostic qui donnera les allocations. Je pense aux familles où les jeunes commencent ce qu'on appelle donc les crises aiguës, et puis ils se disent « mais quel sera leur avenir? On va vieillir, nous on ne pourra pas les assumer toujours, qu'est-ce qu'on va faire ?» On va quand même essayer qu'ils aient leurs fameuses allocations. Puis il y a des allocations supplémentaires qui s'appellent d'intégration, et pour ça il faut parfois tricher avec le diagnostic. Donc on peut se passer les bons trucs. Hein. Si on vous questionne, le médecin contrôle. On peut toujours dire qu'on entend des entités. S'il faut renouveler les allocations, on peut dire qu'on n'est plus tout à fait capable de s'habiller seul, qu'on a besoin d'une assistance. Et donc voilà, je pense que le côté matériel est indispensable pour commencer vraiment en toute sécurité le processus de rétablissement. Oui, je constate que la plupart des intervenants qui sont ici sont des professionnels du domaine. Et nous, est-ce que vous avez pensé un peu aux parents qui sont ici dans cette salle? Quand deux fois, j'essaie, par exemple, mon fils a été interné, mon fils suit des traitements, et de l'autre côté, on dit que ça n'a pas été bien. Est-ce que vous avez passé un peu à nous, parents, d'enfants qui ont ces problèmes? Ou, plus précisément, aux jeunes qui sont là, qui entendent ces réflexions? Je souhaite de nous apporter un petit éclaircissement, surtout à nous. Merci. Oui, je pense que la première chose, la chose la plus importante pour moi que le rétablissement interroge, ce sont les rapports entre dominants et dominés. Parce que là, j'adore ces discours, ces débats un peu normés, où tout le monde prend la parole les uns après les autres, mais il y a des soignants, il y a des psychiatres qui ont beaucoup plus de pouvoir même que les policiers, et vous avez des gens qui sont malades, diagnostiqués ou pas, et on n'est pas à égalité, et on ne l'a jamais été. Ce que le rétablissement interroge, pour moi, ce sont ces rapports. Donc la communication, c'est important, mais ce sont surtout et essentiellement des rapports de force. Il faut savoir que cette histoire, cette folle histoire de fou, a démarré sur une agression, où on a agressé une population, qu'on a stigmatisée.
c'est sur un combat où il y a eu une réponse. Donc je trouve, moi, aujourd'hui, que ce débat est beaucoup trop gentil. Je pense qu'il y a pas, c'est pas vrai, il n'y a pas d'un côté que des gens gentils qui veulent tous vivre ensemble et communiquer ensemble. Je pense qu'on n'a pas le même pouvoir et qu'à un moment donné, si les dominés ne se mettent pas à un moment donné à taper suffisamment fort sur la tête des dominants pour à un moment donné qui, eux, puissent se mettre à égalité, je pense que le rétablissement ne vivra réellement jamais, quoi. On oublie que le rétablissement, c'est essentiellement, il existe aujourd'hui parce qu'il est sur des stratégies de combat. Voilà. Et que le combat, j'aime bien les tchatchades, apparemment, j'aimais bien ça, mais je trouve que ça ne se la donne pas assez, quoi. Voilà. Bah, moi, je vous rejoins... Oui, il y avait un grand groupe de 4, voilà, et je donne la parole à la dame. Oui, allez-y, allez-y. Je vous rejoins complètement sur ce point-là. Je pense que le diagnostic, d'abord, c'est un piège. Et la MDPH, l'argent qu'on reçoit et les allocations sont des pièges. Voilà. On se doit de refuser cet argent. On se doit de refuser le diagnostic. On se doit de dire non. Et tant qu'on s'amusera à dire, à faire semblant, à trouver des supercheries pour recevoir cet argent quand même, de toutes les façons, on tombera dans le piège et on tournera en rond. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai refusé que mon fils soit diagnostiqué. On me demande pourquoi, qu'est-ce qu'il a. Non, je ne veux pas de diagnostic. Pourquoi tu n'as pas d'allocation? J'ai pas d'allocation parce qu'il n'y a pas de diagnostic. Et voilà, je fais appel à mes amis. La notion d'entraide, très important. Il faut créer des réseaux d'entraide. Moi, effectivement, j'ai été très étonnée, mais j'ai des amis qui m'ont aidée. Je m'y attendais pas, mais j'ai parlé de mon combat, de ma façon de procéder, et j'ai trouvé de l'aide. Et voilà, j'en ai rien à foutre de l'argent des allocations, des 700 € par mois, je m'en fous complètement. Mon fils, c'est pas avec ça qu'il va guérir. De toute façon, il n'est pas malade. Et il n'est pas diagnostiqué. Oui, parce qu'il n'est pas diagnostiqué. Et c'est des choix à faire. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, la crémière avec, c'est pas possible. Juste à côté. Caroline après, et puis après on passera la parole à madame. Allez-y. Et après on reviendra sur Ali, parce que ça fait un moment qu'il a demandé la parole. et Vincent. Voilà. Allez-y, pardon. Je pense que la question... Il marche ouais. Oui, il marche. Je pense que la question du diagnostic est quelque chose de très complexe et que c'est quelque chose qui se fait avec les personnes. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un diagnostic pour qu'à un temps T0, ils puissent repartir sur autre chose dans leur vie et reconstruire autre chose. Et il y a des gens pour qui un diagnostic, c'est catastrophique. C'est juste s'adapter en fait à la personne. Et c'est pas faire une sauce commune pour tout le monde. Pas mal dit ça, c'est pas mal dit. Ça me plaît en tout cas. Oui. Moi, je voulais juste préciser quelque chose. À mon avis, pour revenir sur ce qu'a dit Jean tout à l'heure sur la norme sociale, cette norme que tout le monde ici, on a tous une norme parce que nous vivons en collectivité, nous vivons en groupe, il faut avoir des comportements adéquats pour vivre en communauté. Et moi, je voulais juste dire que la différence, elle fait peur. Il y a des gens qui sont différents et il faut savoir vivre avec des gens différents. Et ça dépend aussi de la représentation qu'on a de la personne qui est en face de nous. Donc, moi, la notion de tolérance est super importante. Ok, la norme, mais quand les gens sont différents, il faut aussi accepter. Et la différence fait peur à des personnes. Voilà. Oui. Je vous en prie, vas-y. Moi, j'avais juste une question sur le diagnostic encore. Je voulais savoir... en quoi consiste le diagnostic? Comment on diagnostique un trouble bipolaire? Je suis amenée à travailler avec des familles. Voilà. Quel est le diagnostic d'un trouble bipolaire? On n'est pas à l'université populaire sur la psychiatrie, donc je ne vais pas répondre à cette question. En plus, moi, c'est une question... c'est trop compliqué, en fait, madame, pour vous répondre.
Moi, je suis psychiatre, hein, moi, bon, même si j'essaie de plus l'être, j'essaie de me rétablir de ma psychiatrie, ce qu'on disait, hein, se rétablir d'être soignant. Je voulais juste répondre à Jean-Marc. Je pense que le rétablissement, c'est un combat politique, mais j'ai jamais vu aucun combat politique où il y a des dominés qui n'ont pas fait d'alliance avec des dominants pour gagner la bataille. C'est-à-dire que si tu prends que des gens qui n'ont pas de pouvoir, tu les mets tous ensemble, eh ben, ça fait plein de gens qui n'ont pas de pouvoir. Et que le rétablissement aux États-Unis, s'il a fonctionné, c'est que, en partie, hein, je vois Peter qui commence à me dire, mais de quoi il parle? En tout cas, si les mouvements comme le rétablissement marchent à certains moments, on va dire, ils arrivent à faire bouger les lignes, c'est qu'ils créent des alliances objectives avec des gens qui, au départ, ne sont pas d'accord avec vous. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est facile de convaincre les convaincus. Mais ce qui est très difficile, et c'est ce qu'on essaye de faire ici depuis 4 jours, et je peux vous garantir qu'avec Ali, ça fait 1 an et demi qu'on y réfléchit, et on s'engueule encore pour réfléchir à comment il faut le faire, c'est pas du tout facile. C'est comment on travaille avec ces désaccords, et comment on arrive à convaincre et trouver des positions médianes pour faire bouger les choses. Voilà, moi je pense que c'est ça qui est important en termes de stratégie politique, quoi, on va dire, et de combat. Et je voulais réagir sur, en même temps répondre à 3 personnes. D'abord la dame avec, je ne me rappelle plus ton prénom, sur le refus d'accepter les allocations. Ouais. Je suis d'accord parce que c'est très habile, la société, les dominants fonctionnent de 3 manières. D'abord, pour ne pas entendre les revendications sociales, premièrement, le premier recours, il les criminalise. Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Deuxièmement, une autre approche, il les médicalise. Ça veut dire c'est toujours leur faute. Et la troisième voie qu'on essaye, c'est d'interroger la sociabilité et la société. Parce que ça ouvre d'autres perspectives. Effectivement, très habilement, médicalement, quand on te donne une cotorep, tout ça, on te disqualifie. Ça veut dire, tiens, l'État te fait le monde. Donc forcément, c'est déjà pas mal, tu devrais te taire. Voilà. Ça, c'est pour ça que c'est très pervers, cette dimension. Et après, on ne peut pas tout réunir parce qu'il y en a qui en ont besoin aussi. Après, c'est sur le monsieur, là, justement, moi, ça me fait de la peine parce que c'est cette manière et l'exemple qu'il évoque, il est très révélateur comment fonctionne la société. Et surtout les pouvoirs entre la répression et la politique. Et ensuite, je passerai la parole. Notamment quand on voit justement, quand il y a, dans les quartiers nord, il y a eu plein de meurtres autour du cannabis, tout ça. Les parents, les premiers concernés, ils n'ont jamais la parole. Si ils ont la parole, c'est pour les culpabiliser. Et là, c'est pareil, c'est le même mécanisme. Là, tu vois, le père, c'est son fils. C'est lui qui l'aime le plus. Mais personne ne s'adresse à lui. Presque à la limite, aussi très sournoisement, on va dire, vous savez, parce que vous n'avez pas su l'éduquer. En gros, et même les besoins qu'il a, vous ne pouvez pas les comprendre. Et c'est cette violence froide qui existe, quoi, qui fait mal. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on essaye d'ouvrir. Parce que quand on fait des analyses, et Jean-Marc, moi je ne suis pas quelqu'un qui a la langue dans le bois, parce que je ne parle pas pour crier, je parle pour faire avancer les choses. Et si je dis rien, c'est parce qu'à un moment donné, on doit composer avec plusieurs réalités. Et après, quand il faut défendre quelque chose, en général, j'y vais, quoi. Oui, pardon, oups. Je pense en fait. On me dit, pardon, c'est que tout d'un coup on me dit, on m'a susurré dans l'oreille, j'ai entendu une voix, il m'a dit à 19h30 il y a le repas qui est servi, mais on va continuer à tchatcher un petit peu encore. Fais ralentir le couscous s'il te plaît. Ouais, donc j'allais dire, je pense qu'on touche du doigt en fait quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on est dans une société justement qui est évidemment complexe et ça s'applique à la maladie aussi, hein, et on essaye donc de trouver des solutions à tout un tas de problèmes en faisant justement des normes, des matrices, des protocoles et tout un tas de choses, en se disant bon bah voilà, pour ce problème il y a cette solution. Et en fait, quand on est sur des problèmes humains, justement, il y a des moments où il faut sortir un peu de la matrice et faire du cas par cas. Et je pense à monsieur là, qui nous parlait de son enfant
Je pense qu'il y a, voilà, pour la maladie, il y a deux types. Enfin, je pense qu'il y a deux façons de travailler. Il y a le traitement en question, et à côté de ça, il y a l'accompagnement. Et je pense vraiment qu'un bon accompagnement peut souvent être beaucoup plus efficace qu'un bon traitement. Je ne suis pas professionnel, mais je pense quand même que c'est primordial d'avoir des gens qui sont réellement investis dans l'accompagnement, et tout comme pour des personnes âgées ou des enfants, voilà, quelqu'un qui accompagne parce qu'il aime et qui fait ça avec amour, sera toujours, ça pourra être que bénéfique à la personne qui reçoit les soins, quoi. Et peut-être qu'on a tendance un peu à s'éloigner de ce type de traitement pour appuyer un peu plus sur le traitement chimique, et c'est peut-être un peu dommage, quoi. Je voudrais parler deux choses, rajouter deux choses. La première, c'est que je pense que jusqu'aujourd'hui, on a beaucoup responsabilisé la psychiatrie pour répondre à la folie. Et je crois qu'il faut responsabiliser d'autres domaines pour répondre à la folie, au déclenchement psychotique, à la crise, par exemple. Je viens justement rajouter une autre chose par rapport à la crise, la norme et les processus de renormalisation. Comment on va envisager les normes comme un obstacle et aussi comme une opportunité. Si on est de l'autre côté comme une opportunité, et alors il faut renormaliser. Et je crois que surtout les psychotiques, ils ont une grande difficulté de renormaliser les situations quotidiennes. Et alors il faut appeler les professionnels pour les aider. Et à ce moment-là, je crois qu'on va tomber dans un processus très, très dur, qui c'est l'appauvrissement de la clinique. Et alors, par rapport à la formation des professionnels, qui c'est très, très, très pauvre pour envisager, pour faire autrement. Je veux juste ajouter une petite chose sur le langage aussi, parce que Vincent, on parlait du pouvoir et on parlait de la différence, niveau de pouvoir. Il y a le mot empowerment qui, à mon avis, était maintenant remplacé du mot rétablissement. Dans le mouvement des expansions, il y avait une période très forte où on ne parlait pas de rétablissement, on parle de empowerment. Comment on dit ça en français? Redonner. Mais ce n'est pas donner, parce que c'est prendre. C'est pas, on ne le donne pas, on le prend peut-être. Alors, c'est juste pour rappeler que cette idée est assez vieille, mais elle est un peu perdue à cette période où on parle de recovery et on parle de rétablissement. Oui, je viens. Voilà. Enfin, moi, j'étais très... Il y a quelqu'un d'autre? C'est moi. Donc aujourd'hui en particulier, mais hier aussi, ce que j'ai trouvé presque nouveau pour moi, c'est cette affirmation que déjà de cette question de rétablissement, pas de guérison, mais de rétablissement, et qui s'inscrit dans des processus individuels et collectifs. Voilà. Et avec donc qui me semble, voilà, pour moi nouveau, malgré tout, parce que jusqu'à présent, ça se passait en tête-à-tête avec un psy, quel qu'il soit, et un patient présenté. Voilà. Tandis que là, autre chose se dessine, qui est aussi, et qui s'inscrit dans une... Enfin, peut-être c'est le cas particulièrement ici, on n'est pas à l'hôpital, mais dans des possibilités de rencontres relativement simples, du moins dans leur actualité aujourd'hui, entre tous et chacun, quoi. Voilà. Donc cette dimension du rétablissement qui s'inscrit dans des processus individuels et collectifs. Voilà, c'est tout. Ouais.
moi, je voulais quand même rappeler quelque chose mon voisin parlait de combat, mais moi, ce qui m'a vraiment motivée dans le travail que je fais aujourd'hui, et c'est au-delà d'un travail, c'est qu'on est quand même face à des gens qui, quand ils vivent avec une maladie mentale, vont mourir 20 ans plus tôt que la population générale. Quand ils sont à la rue 30 ans plus tôt, vous avez parlé de 92% de gens qui subissent des maltraitances, avec les traitements des gens qui perdent 15 années de vie. Donc il y a quand même une urgence, quoi. C'est sûr qu'il y a la question du rétablissement individuel, mais il y a quand même une responsabilité collective de ce qu'on accepte, de ce qui est fait à une bonne partie de la population et qui, parce qu'ils vont subir ces traumatismes dans l'enfance, on doit réagir à ça. C'est vraiment la prévention. Qu'est-ce qu'on en fait? Il me semble que là-dedans, il y a un vrai combat politique. Il y a une vraie prise de conscience, et ça, il faut le dire. Il faut dire que ça tombe pas du ciel. C'est pas uniquement quelque chose de biologique, c'est pas que quelque chose de génétique. On accepte tout ça, et on accepte que parce que des gens prennent des médicaments, ils vont perdre 15 années de vie. Je pense que là, il y a vraiment ça, c'est une urgence pour moi. Quand on avait commencé ce programme Un chez soi d'abord, c'était parce que les gens allaient mourir 30 à 35 ans plus tôt que la population générale. Donc arrêtons, et on le voit. Ils meurent tous, quoi. On a peut-être 8% de décès dans le programme. Il faut arrêter, quoi. On est sur une urgence. Et ça, je pense qu'il faut en avoir conscience. Bon, voilà, excusez-moi, je suis un peu... Oui, par là, Jourin. Vous voulez qu'on vous le tienne, le micro, ou vous le tenez? Je vais me lancer. Allez-y. Je suis très timide. Votre voix l'indique. Eh bien, je voudrais parler de mon rétablissement et dire au monsieur qui a le beau petit chignon, là, qui est révolutionnaire, ce monsieur-là sur le banc qui sourit, qu'il ne faut pas être catégorique. D'accord, l'hôpital est malade. L'hôpital, il faut qu'il soit en rétablissement pour que les malades ils puissent être rétablis. Et c'est-à-dire c'est très complexe. Il n'y a pas toujours les dominants et les dominés. Moi, je me suis reconnue malade, je suis psychotique et j'avais besoin d'être cadrée, comme un papa ou une maman qui était à côté de moi, qui me confortait d'amour pour me remettre, oui, dans cette norme. Parce que je ne pouvais plus sortir dans la rue, j'étais trop speed. J'étais plus dans la norme. Et le monsieur qui a le petit chignon, il était catégorique. Il y a des dominants, il y a des dominés. Moi, derrière les barreaux, j'ai rencontré une dame qui partait pas de blouse blanche. Elle m'a reçue de personne à personne. J'ai entendu une voix, j'avais mes cheveux devant le visage. Je sais qu'on m'a conduit jusqu'à un bureau. Ça s'est répété pendant 1 an et demi. Corinne, qu'avez-vous à dire? Et j'ai pu me libérer. C'était une première phase. Après, il y a eu mon désir à moi de rencontrer Rêve. C'est donc Pierre Pascal qui m'a mis au courant. Et donc, toute seule, j'ai 4 pathologies, en fait. Alors, le sac à médicaments était un peu trop lourd. J'ai épuré. Et je reconnais que ma thérapeute derrière les barreaux, elle m'a sauvée. Elle n'avait pas de blouse blanche, elle n'avait pas un grand fauteuil où on n'a pas le droit de s'asseoir. Une fois, j'ai fait exprès de prendre la place du grand fauteuil. Et c'est une sacrée personnalité. Et maintenant, j'ai éliminé ce Zyprexa. Simplement, il faut croire, parce qu'il y a des personnes que j'ai vues à l'hôpital
qui sont effectivement injustement enfermés. Parce qu'on a souffert, on se trouve incarcéré, puni. Est-ce qu'on l'arrête? Et la solution, l'outil qu'on donne aux thérapeutes, c'est de nous retrouver en nous ensuquant. Mais moi, je restais bien réveillée. Et je ne sais plus qu'est-ce que je voulais vous dire. Oui, c'est bien ce que vous faites. Je sais que Vincent attend attend que je parle. Je disais que votre travail était resplendissant d'amour et de fraternité, mais il faut, pour abolir les barrières de l'hôpital, il faut répéter et répéter et répéter les rencontres et pas mettre une réunion simplement pour les thérapeutes, mais les faire participer à tous les ateliers. Parce que je suis sûre qu'il y a des psychiatres derrière les barreaux sont aussi pour eux, qui... J'ai oublié ma pensée. Excusez-moi, j'ai oublié ma pensée. Oh, c'est formidable, merci Corinne. Oui, là on peut applaudir. Je crois que c'est royal. Merci Corinne. Et je crois qu'on n'a rien à rajouter, juste aller se sustenter ensemble et continuer ce débat s'il le faut. Oui. Non, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais juste... on remercie, d'abord on a oublié le lieu public quand même. On remercie le lieu public, surtout on va remettre les... c'est une salle d'expo, et donc je voulais vous présenter les artistes et les remercier. Donc là c'est un collectif qui s'appelle Grafou, et il y a Sophia. Elle est où, Sophia? Bon, Sophia qui a fait les photos de ses graphes avec Ben qui filme. Là, c'est un photographe grec. Alors, on a deux photographes grecs. Il y en a un, je suis arrivé à retenir son nom de famille, parce qu'il est court, c'est Yorgos Moutafi. Il est au fond, là-bas, là. Il discute avec son autre copain grec, d'ailleurs, Stéphanos. Salut les Grecs! Ouais! Et voilà, donc pour vous dire que c'est eux qui ont fait... Yorgos a fait ses portraits. D'habitude, lui, il travaille sur les migrants. Et Stéphanos travaille dans un atelier de photos. Et il a fait ces photos qui sont là et la petite exposition là. Donc la salle est ouverte jusqu'à 22h si vous voulez discuter avec eux. Il y a aussi Marianne STB qui est ici, qui a fait un film il y a combien d'années, Marianne? 2009, qui s'appelle La psychiatrie court les rues, qui sera là, c'est ça? Voilà, qui est sur l'équipe Mars il y a quelques années, quand on était encore presque sans cheveux blancs. Et puis il y a Yorgos aussi qui a fait un film ici, qui est un film que vous allez voir qui est très rapide et très intéressant. Donc n'hésitez pas pendant, après le couscous de venir, c'est aussi un espace convivial aussi. Et je vais parler aussi des expositions, parce que du coup, il y a les expositions à l'extérieur qui ont été faites collectivement par le musée Nomade. C'est les lits qui sont debout, vous avez peut-être vu, avec des tas de témoignages, des tas de questions, parce que les questions, c'est toujours vachement bien d'en avoir. Donc vous avez un cheminement autour de... et vous pouvez monter, avec des portraits de psychiatres. Bon appétit, à demain, je l'espère. En tout cas, ça continue demain. Et il y a pas d'interruption. Et dernière information, il y a des abécédaires qui sont à votre disposition. Vous pouvez vous servir si ça vous intéresse d'avoir une discussion autour des mots et du sens des mots.